Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Cassis Green Talk. Nous allons échanger pendant 1 heure avec nos invités autour d'une actualité assez riche avec notamment la réélection de Donald Trump. Et on va tout de suite débuter avec le point macroéconomique. Alors, je suis avec Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour Isabelle. Bonjour Augustin. Merci d'être là parmi nous. Alors, on va tout de suite commencer ce point. Et bien évidemment, je ne peux pas commencer sans parler de ce trublion qui a été réélu à la tête du plus grand pays du monde, les États-Unis. Je parle bien évidemment de Donald Trump, qui a mis... on l'a vu, qui a tiré à tout bout de champ avec des droits de douane, alliés, ennemis. En fait, on ne sait plus vraiment qui est dans quel camp avec lui. Et alors du coup, première grande question, quels sont les impacts potentiels que l'on peut avoir vis-à-vis de sa politique sur les États-Unis et sur l'Europe ? Alors, je vais peut-être revenir déjà sur ce qu'est la guerre commerciale pour Donald Trump. En fait, il y a 2 fonctions. Il y a d'abord une approche un petit peu idéologique qui était déjà présente de Trump 1, à savoir, il considère en fait que le commerce international, c'est un jeu à somme nulle, que le déficit commercial américain est une faiblesse. Et donc, pour y remédier, il faut mettre des droits de douane, et notamment vis-à-vis de son grand rival stratégique qu'est la Chine. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, elle est beaucoup plus transactionnelle, c'est-à-dire qu'il utilise les droits de douane comme un levier de négociation sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le commerce. C'est notamment ce que l'on a vu avec le Mexique et le Canada. Où étaient en jeu plutôt les questions migratoires ou les questions autour des importations de fentanyl. Donc voilà, 2 fonctions. Alors maintenant, en termes d'impact, si on regarde pour les États-Unis, intrinsèquement, les droits de douane, c'est inflationniste. Ça fait monter les coûts des importations, donc ça va mettre sous pression les marges des entreprises importatrices qui vont répercuter tout ou partie de ces hausses de coûts vers le consommateur final. Et puis il faut bien voir aussi que les producteurs domestiques, ils vont avoir une concurrence étrangère moins intense et donc ils vont sans doute s'aligner, ils vont aligner à la hausse leur prix, ce qui va alimenter un peu plus d'inflation. Et donc si on a plus d'inflation, c'est moins de pouvoir d'achat pour le consommateur américain, d'une part. Et puis, si on a des mesures de représailles des partenaires commerciaux, ça risque de peser sur les exportations américaines. Et tout ceci, c'est pas bon ni pour la croissance, ni pour l'emploi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est les études d'impact qu'il y a eu concernant la première guerre commerciale, alors qui était vraiment très ciblée sur la Chine. Ce que nous disent ces études, c'est d'abord que ce sont bien les entreprises et les ménages américains qui ont supporté finalement les droits de douane. C'est déjà le premier élément. On a des estimations en termes de perte d'emploi autour de 300 000. Par ailleurs, on n'a pas vu de rebond de la production manufacturière aux États-Unis. Et il y a un secteur qui a été fortement pénalisé, à savoir le secteur agricole, avec une chute des exportations vers la Chine, que ce soit pour le soja ou pour le porc. Donc voilà, ça quand même tempère les effets attendus sur les États-Unis. Et puis peut-être dernier élément, qui est quand même très important, c'est que le but affiché, c'est quand même de réduire le déficit commercial. Il s'est pas résorbé, il a plutôt eu tendance à se creuser. On était sur 500 à 600 milliards de déficit en 2018. On est aujourd'hui à plus de 900 milliards et même à 1200 milliards si on ne prend que le commerce de biens. Donc voilà, pour les États-Unis. Pour ce qui concerne l'Europe, bien évidemment, alors si on devait avoir des droits de douane, parce que pour le moment, on a été jusqu'à présent épargné sauf sur l'acier et l'aluminium, mais si on devait avoir des droits de douane, bien sûr qu'il y aura un impact sur l'économie européenne, tout simplement parce que les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe hors Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'on commerce essentiellement entre nous, on exporte vers les États-Unis 500 milliards, on a un excédent de 160 milliards. Alors tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Le pays le plus à risque, c'est probablement l'Allemagne, qui est un gros exportateur vis-à-vis des États-Unis. Il représente à peu près la moitié de l'excédent commercial, suivi de l'Italie et ensuite la France. Et si on devrait regarder en termes de secteur, du côté de l'Allemagne, bien évidemment, l'automobile,
en première ligne, Bien sûr. Mais aussi la chimie et la pharmacie. Et puis du côté français, on est plutôt sur l'agroalimentaire qui pourrait être impacté. Et le secteur du luxe, peut-être Voilà un peu le luxe, vin, spiritueux, les fromages, aussi l'aéronautique qu'il faut prendre en compte. Mais si on regarde globalement, de manière macroscopique, l'impact, alors on a fait nos propres estimations, mais on a aussi les études d'impact dans la littérature. Globalement, ça devrait rester relativement limité en termes d'impact sur la croissance. On estime qu'il y aurait une perte de 2 à 3 dixièmes de points de croissance. Alors c'est à la fois peu et beaucoup. Peu en termes de chiffre facial. En revanche, comme on a une croissance déjà très faible en Europe, c'est l'amputer encore davantage. Ce qui ne va pas faciliter nos affaires. Et du coup, forcément, je vais faire le parallèle. Europe, États-Unis, l'euro-dollar, on sait que Trump a toujours été plutôt adepte d'un dollar faible qui favorisait massivement ses exportations. Est-ce que ça va avoir un impact un peu sur cette devise phare, puisque globalement, on est plutôt content au niveau européen quand on a actuellement un euro un peu moins fort qui devrait théoriquement faciliter nos exportations. Et puis, bien évidemment, est-ce qu'on va avoir un impact sur les taux qui ont tendance un peu à baisser en ce moment ? Mais bon. Alors, effectivement, pas de chance pour Donald Trump, qui espère que ça va faire baisser le dollar. Au contraire, parce que si, comme on a dit que le programme était intrinsèquement inflationniste, le programme de Donald Trump, s'il y a plus d'inflation, ça veut dire qu'on va avoir quand même une banque centrale américaine qui va se montrer beaucoup plus prudente en termes de baisse des taux. Et d'ailleurs, si on regarde, les marchés ont déjà revu à la baisse leurs anticipations en termes de trajectoire d'assouplissement monétaire. On est désormais plus sur une, voire maximum 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que globalement, on aura des taux plus élevés en tendance. Alors même s'il y a un petit peu, comme vous le soulignez, un peu de volatilité, mais des taux plus élevés en tendance, alors que la BCE, elle va continuer le chemin de l'assouplissement. Et donc, le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe va avoir tendance à s'élargir. Et ça, c'est plutôt en faveur du dollar. Très bien. Bon, alors maintenant, je suis obligé de me tourner vers un acteur que vous avez cité, ce géant un peu endormi qui est un peu à la peine depuis maintenant quelques mois. Et bien évidemment, on pense à sa crise immobilière qui l'a quand même assez impacté. Je parle bien évidemment de la Chine. Le retour de ces fameux droits de douane potentiels, une nouvelle trade war, on ne sait pas. Quel impact ça peut avoir aujourd'hui sur ce géant ? Alors, vous avez raison de mentionner, on a vraiment une crise à la fois de croissance et de confiance en Chine. C'est un peu le prix à payer pour purger les excès passés, notamment cette bulle immobilière qui est en train aujourd'hui de se dégonfler. Or, tous les agents économiques en Chine sont exposés à ce marché immobilier. Donc, ils cherchent à tous se désendetter en même temps et ceci pèse sur la demande. Ce qui veut dire que la Chine compte de plus en plus et de nouveau sur ses secteurs exportateurs, sur ses exportations, sur le commerce, pour pouvoir soutenir sa croissance. Et bien évidemment, la guerre commerciale, c'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là, puisque ça va leur faire perdre un peu de débouchés sur les États-Unis. Alors, ils restent pas les bras croisés. Ils pourront faire ce qu'ils ont déjà fait lors de la première guerre commerciale, c'est-à-dire d'utiliser des chemins détournés pour continuer à commercer avec les États-Unis au travers de pays tiers, que ce soit le Vietnam ou le Mexique. Et puis, il y a eu une riposte avec des droits de douane beaucoup plus ciblés sur les produits énergétiques, et puis aussi sur le contrôle des matières premières stratégiques, enfin des minerais et métaux un peu critiques vers les États-Unis. Donc on va voir, c'est simplement de montrer qu'ils peuvent peser dans le rapport de force si on se mettait à la table des négociations, d'une part. Alors après, le risque pour l'Europe, soyons très clairs, c'est que la Chine cherche à déverser ses surcapacités sur le marché européen. Et du coup, alors c'est pas un côté un peu chauvin, mais les Américains, enfin Trump qui tire un peu sur tout le monde, est-ce que finalement la Chine pourrait pas réussir à tirer un peu son épingle du jeu et à essayer de nouer des alliances un petit peu avec les anciens alliés si Trump persistait à vouloir attaquer un peu tout le monde d'un point de vue en tout cas commercial? Non, mais c'est vraiment intéressant. Par exemple, le fait qu'il y ait eu cette suppression de l'USAID, donc l'aide au développement, ça va vraiment dans le sens d'un déclin du soft power américain. Et donc, bien évidemment, c'est une opportunité stratégique assez importante pour la Chine, de combler le vide vacant laissé par les États-Unis et donc de déployer, d'étendre leur influence dans le reste du monde. Elle peut, je pense, dire
elle se présentait comme étant protectrice, par exemple, du Grand Sud. Et puis, comme vous le soulignez, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un allié qui semble vraiment peu fiable. Et donc, ça peut pousser les alliés traditionnels des États-Unis à se tourner vers d'autres partenariats, d'autres alliances. C'est un peu le message qu'a donné Ursula von der Leyen à Davos, où elle a commencé à tendre la main aux Chinois en disant qu'on pourrait approfondir les relations commerciales avec la Chine. Bon, et alors maintenant, je suis obligé de passer sur un sujet, nous, qui nous anime beaucoup côté des grains, c'est un petit peu la politique qu'a mis en place Javier Milei pour l'Argentine depuis un an, une politique qui est assez disruptive, qui sort un petit peu de ce à quoi on a l'habitude, moins qu'on puisse dire qu'il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Quelles sont, parce qu'il y a la jolie face qui est entre guillemets montrée, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une face cachée à cette politique ultra-libérale ? Alors, oui. Alors, il y a un côté positif, on ne va pas se mentir. Il y a quand même des choses qui ont plutôt bien fonctionné. On a eu une baisse assez spectaculaire de l'inflation. Elle est repassée sous les 100%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. On a eu aussi un redressement très net des finances publiques. Alors, avec un ajustement de choc, des coupes claires dans les dépenses, notamment les dépenses sociales. Mais aujourd'hui, l'Argentine dégage un excédent budgétaire. Et puis, on a eu cette dévaluation importante du peso qui a renchéri le coût des importations. Et donc, ça a fait chuter les importations. Dans le même temps, on a eu plutôt une saison climatique qui était plutôt bonne, ce qui a permis un rebond des exportations agricoles, si bien qu'en fait, eh bien, le pays dégage aussi un excédent au niveau de sa balance commerciale. Donc ça, c'est pour le côté positif. Oui, il y a un peu une face cachée, bien évidemment. Ça a eu un coût économique et social. On a eu une récession assez sévère, avec un PIB qui a reculé de 3,5% en 2024, le chômage a bondi, les salaires réels ont fortement baissé, de plus de 5%. Donc ça veut dire, vous imaginez les pertes de pouvoir d'achat pour les Argentins. Et d'ailleurs, eh bien en corollaire, on a eu une augmentation du taux de pauvreté. Il y a encore un Argentin sur 3, voire certains disent un Argentin sur 2, qui sera en situation de pauvreté. Donc on voit bien que l'enjeu demain pour Milei, eh bien, c'est de faire en sorte que les gains économiques qu'il a obtenus jusqu'à présent, eh bien, se transforme en une amélioration demain du niveau de vie des Argentins et notamment du niveau de vie des plus pauvres, enfin des plus vulnérables d'entre eux. Dernier point, bien évidemment, je reviens sur celui qui agite quand même beaucoup l'actualité. Je parle bien évidemment de Donald Trump et de l'impact qu'il peut avoir au niveau du conflit ukrainien qui a eu un impact majeur, sur le monde des grains. Est-ce que Trump peut réellement arrêter la guerre comme un claquement de doigts et quel va être un peu finalement l'impact de sa politique étrangère sur ce conflit ? On a l'impression qu'il essaye un peu d'évincer l'Europe, et forcément alors que le conflit se passe un peu sur notre territoire. Alors oui, c'est la promesse de Trump, c'est d'arrêter le conflit ukrainien. Alors il a entamé déjà une négociation en direct avec Poutine, sans prévenir, comme vous le dites très bien, les alliés européens, ni l'Ukraine elle-même. Il a déjà fait un certain nombre de concessions, sans qu'on soit encore entré dans les négociations, mais il a dit qu'on ne reviendrait pas aux frontières d'avant 2014. Il n'y a pas de possibilité d'adhésion de l'OTAN pour l'Ukraine. Et ça vraiment, je pense, a été vraiment une onde de choc, la première onde de choc d'ailleurs, pour les Européens, d'être évincés de toute négociation, puisque ça remet aussi en question l'avenir de l'OTAN. Et notamment l'activation de l'article 5 en cas d'agression d'un de ses membres. Donc, alors que ça a été quand même le fondement de l'architecture sécuritaire en Europe jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment des questionnements de cette nature. Et puis, je dirais qu'il y a une deuxième onde de choc pour les Européens. C'est le discours de J.D. Vance, donc, qui est le vice-président des États-Unis à la conférence de Munich, qui, je crois aussi, a été un tournant un peu critique concernant la relation transatlantique, puisqu'il a commencé à remettre en cause les valeurs communes qui nous lient avec les États-Unis, notamment au premier chef la démocratie, etc. Donc vraiment, je pense que aujourd'hui l'Europe est un peu en état de choc. Elle devait s'y attendre. En même temps, l'important maintenant, c'est de se réveiller.
Or, ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, puisqu'on a eu cette réunion en urgence des dirigeants européens, qu'on a beaucoup de mal à trouver une position ferme et commune face à cette nouvelle donne géopolitique. Ça reste le problème de l'Europe depuis maintenant. Voilà, donc à suivre. Sa création, à suivre. Merci beaucoup Isabelle pour ce point toujours aussi complet. Et puis on se retrouvera, j'espère, très bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir. Maintenant, nous allons passer à notre fameuse table ronde. À tout de suite. Alors, pour continuer ce point, j'ai la chance d'être accompagné d'une personne que je ne vous présente plus, Xavier Casdan. Bonjour Xavier, merci d'être là. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Et nous avons un invité qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, Thierry de Boussac, Trading Manager chez Le Cureur. Bonjour Thierry. Bonjour Augustin merci et bonjour beaucoup à tous. D'être là. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier point. Xavier, je pense qu'on peut faire un rapide bilan pour introduire un petit peu cette table ronde. Le bilan mondial, c'était pas forcément gagné avec la Russie et l'Europe, et finalement, il semblerait plutôt équilibré. En effet, pour rappel, effectivement, si on regarde la situation sur la production mondiale de blé, pour rappeler sur la partie hémisphère nord les deux événements importants qui est d'une part la baisse de la production en Russie de moins 10 millions de tonnes par rapport à la récolte précédente, mais qui reste quand même à un niveau autour de 82 millions de tonnes, important pour disposer d'un disponible exportable toujours assez conséquent. Et le deuxième point, c'est la forte baisse de la production au niveau de l'Europe de l'Ouest, mais en particulier de la France, avec une production située autour de 25,6 millions de tonnes et en plus avec une qualité, notamment un poids spécifique très mauvais, plus de 70% de la production de blé français a un poids spécifique inférieur à 76 kg par hectolitre, donc ce qui peut être un petit peu compliqué en termes de valorisation. Et puis maintenant, la partie hémisphère sud a enfin récolté, donc on commence à y voir un petit peu plus clair, notamment sur deux pays que nous suivons régulièrement, pays producteurs et exportateurs. Le premier, c'est l'Australie, qui a bénéficié de conditions climatiques plutôt favorables pour leur permettre d'avoir une production autour de 33 millions de tonnes, ce qui est un très très bon niveau, bien supérieur à la récolte précédente, et ce qui lui permet, là aussi, d'avoir un disponible exportable plutôt conséquent. Ça va être important cette année parce que l'Australie s'est rabibochée avec la Chine, suite à un différend commercial qui a pesé ces dernières années, qui a, entre parenthèses, avait permis au blé français de pouvoir être exporté vers la Chine. Ce différend est réglé et donc on va voir comment ça va se passer effectivement sur cette deuxième partie de campagne. Enfin, le dernier autre pays que nous regardons, c'est l'Argentine, qui, elle, va connaître une production légèrement inférieure à 19 millions de tonnes. L'Argentine ayant subi des conditions climatiques plutôt difficiles, avec un déficit hydrique plutôt important. Donc une récolte, je dirais, moyenne, mais ce qui leur permet quand même d'avoir un disponible exportable plutôt intéressant. Et ça vient, là aussi, nous déranger, entre guillemets, sur cette deuxième partie de campagne, parce que très vite, l'Argentine est plutôt compétitive. Bon alors, suite à ce petit point côté importation maintenant, avec notamment la Chine et la Turquie qui n'ont pas du tout été au rendez-vous. Alors exactement, force est de constater que de façon globale, la production, encore une fois, est quasi stable par rapport à la récolte précédente, mais par contre la consommation aussi, et là où il y a vraiment une baisse assez significative, ce sont les importations. Alors on va attendre bien entendu que la campagne se termine, mais force est de constater qu'on est quand même très en deçà par rapport aux années précédentes, et pour plusieurs raisons, mais notamment la Chine, qui est finalement pas vraiment au rendez-vous. Alors il faut avoir en tête que la Chine, en tant que premier producteur mondial de blé, a connu une excellente récolte, plus de 140 millions de tonnes, c'est un record. Entre parenthèses, la Chine doit
probablement profiter du réchauffement climatique. Et ce que Isabelle Job présentait précédemment, la Chine est quand même confrontée à un problème de demande lié à une crise assez importante. Et donc, la Chine importe beaucoup moins. Et on estime qu'elle va vraiment importer pratiquement moins 8 millions de tonnes par rapport à la récolte précédente, par rapport à la campagne précédente. Concernant le blé, l'idée étant bien entendu de privilégier l'utilisation domestique des blés produits, en plus disposant de stocks plutôt importants. Et alors du coup, Thierry, au niveau de la Turquie, alors la Turquie, on sait, ça peut être justifié en partie par un ban qui a été mis en place l'année dernière de mémoire c'était début juin jusqu'à octobre, puis après il a été prolongé, il y a une histoire de quotas maintenant, etc. Juste, je noterai un tout petit dernier point sur la Chine, qui est effectivement une destination qui nous est plus que familière et qui est importante aujourd'hui pour le bilan français. C'est que malheureusement, on n'a pas exécuté de contrat depuis le mois de mars-avril maintenant, et que l'on voit effectivement doucement les Chinois repousser doucement leur exécution de blé australien. Et donc c'est quand même un signe, malheureusement, que cette demande-là ne risque malheureusement pas de revenir avant peut-être le premier trimestre de la campagne à venir, mais moi je pense plutôt de la fin de l'année 2025. Pour la Turquie, effectivement, on est sur un climat qui est peut-être un petit peu différent. C'est une sorte de protectionnisme qui a été mis en place par le gouvernement. Faut voir un petit peu l'historique. On a eu beaucoup d'importations qui ont eu lieu depuis le Covid et surtout après la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des stocks qui étaient assez élevés en début de campagne. 2 années consécutives avec des productions conséquentes au-delà de 20 millions de tonnes. Donc la Turquie a mis effectivement un ban, puis une restriction qui était une sorte de ban, puisqu'effectivement on est sur des sortes de quotas d'importation, c'est-à-dire que si vous importiez un bateau, vous deviez acheter l'équivalent de 3 bateaux ATMO. Enfin, ça, c'est le dernier quota mis en place. Donc, c'est assez rédhibitoire. On a pas mal de stocks en Turquie. Ces stocks sont dans des zones franches non dédouanées. À voir si ces blés sont partis sur les pays limitrophes ou si les meuniers locaux attendent qu'effectivement il y ait une ouverture qui soit faite par TMO pour ensuite pouvoir les utiliser. N'oublions pas que ces blés d'importation sont des blés à forte protéine et que ces blés sont nécessaires pour l'exportation de farine, car malheureusement la production domestique étant haute, la protéine est basse et donc ils ne peuvent pas avoir le rythme d'export de farine qu'ils ont les années normales. Et on parlait de stocks, ces fameux stocks non dédouanés qui seraient quand même visiblement assez conséquents. Oui, il y a plus de 2 millions de tonnes de blé qui sont en attente. Alors, c'est toujours difficile de contrôler parce que ce qui part sur les pays limitrophes, on ne le contrôle pas forcément. On sait ce qui rentre. On sait que ça ne peut pas vraiment être consommé à cause du rythme, malheureusement, qui est mis en place par TMO. Mais ce que l'on voit quand même, c'est des stocks qui baissent. Donc, on devrait passer de 7,5 millions à 2,5 millions de tonnes de stocks à fin de campagne. À voir la nouvelle campagne, les conditions ne sont pas exceptionnelles pour l'instant sur la Turquie, donc on peut penser quand même que naturellement cette demande devrait revenir. Alors c'est pas une demande pour le blé français, donc c'est pas très important, mais c'est une demande pour le blé russe, et qui dit demande pour le blé russe, forcément veut dire qu'il y a d'autres destinations qui vont s'ouvrir pour le blé français. Xavier, dernier petit point, en revanche côté Afrique de l'Ouest notamment, là c'est toujours plutôt stable, pas de surprise. Pas de surprise, toujours des besoins conséquents parce que donc on est sur des zones où la production est quand même bien compliquée et donc le courant d'affaires est toujours existant et ce qui a permis bien entendu aussi au blé français de pouvoir se positionner en l'occurrence sur ces parties Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest en particulier. On reviendra après sur le Maroc dans un deuxième temps puisqu'il y a quand même quelques espoirs pour le marché français. Très rapidement, si on faisait maintenant au niveau des stocks de fin de campagne, là la surprise vient plutôt du Kazakhstan. Quel bilan est-ce qu'on peut un peu en tirer ? Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, quand on regardait un petit peu la situation des perspectives des stocks fin de campagne, on était plutôt sur des stocks plutôt revus en baisse, sauf que ces derniers rapports d'un certain nombre d'organismes nous font part que finalement ce sera peut-être moins bas que prévu. Alors pour plusieurs raisons, Thierry évoquait le fait que la Chine finalement reportait effectivement ses achats de blé australien, donc
peut-être que l'Australie, avec sa grosse récolte, pourrait terminer avec un stock plutôt un peu plus élevé que prévu. Le Kazakhstan, en effet, qui a connu vraiment une très très bonne récolte, qui aujourd'hui doit passer et ne peut pas passer parce que par la Russie pour pouvoir exploiter et valoriser son blé. Alors peut-être que les levées de restrictions vont avoir lieu, mais à aujourd'hui, c'est toujours parfait. Donc, de par cette grande récolte, on estime que les stocks pourraient augmenter de 35% rien que sur le Kazakhstan. Et donc, ça pourrait effectivement atténuer la perspective de baisse des stocks globalement auprès des principaux pays producteurs et exportateurs. À suivre quand même, sachant que c'est un élément important qui pourrait être et entraîner une certaine tension sur le marché à la perspective de la future récolte 2025, sujet qu'on abordera un tout petit peu après. Thierry, on constate encore une assez forte agressivité sur tous les blés, plus la partie Europe de l'Est. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup chez les agri-OS dans cette partie-là de l'Europe? Et surtout, est-ce que cette compétition avec les origines baltes va continuer jusqu'à la fin de campagne, ou est-ce qu'enfin, la France, on va réussir à être un petit peu plus leader? Alors, le leader, je ne pense pas, puisqu'en fin de compte, la France va prendre la place qu'effectivement les autres exportateurs vont lui laisser. On peut considérer aujourd'hui qu'effectivement, en Roumanie, en Bulgarie, il reste encore des blés. On estime environ à 2 millions de tonnes à peu près ce qui va rester en Roumanie à exporter. Il va rester environ 1,3 million en Bulgarie. Donc ce sont des chiffres qui sont un peu supérieurs à ceux de l'an dernier à date. On a également un peu plus de stock en Pologne, avec environ 2,5 millions de tonnes. L'année dernière, il restait environ 2 millions de tonnes à exporter. Donc, il y a encore du potentiel exportateur. À noter quand même que ces qualités de blé sont supérieures à la normale, puisqu'on est plutôt sur des blés entre 12 et 12,5 de protéines, plutôt que des blés entre 11 et 11,5. Donc, ce sont des blés qui peuvent aller sur toute destination. On l'a vu sur la Saoudie le week-end dernier. Ils peuvent aller sur l'Algérie, ils peuvent aller sur le Maroc, ils peuvent aller sur l'Asie. Enfin, ce sont des blés qui sont aujourd'hui très adaptés à la demande mondiale. On est même à penser qu'à un certain moment donné, ces blés de 12,5 n'auront pas suffisamment de demande qui leur est propre et qui devront remplacer, en fin de compte, le supply manquant du 11,5 dont la France fait partie. Donc, la France... Je dirais, dans les bilans, oui, on a besoin du blé français, surtout pour aller sur le Maroc, puisque malheureusement, on ne peut pas aller sur l'Algérie, on en parlera plus tard. Mais c'est une question de prix, et c'est une question, effectivement, de timing. Le timing, pour l'instant, n'est pas bon, puisqu'on le voit bien, puisque si on regarde un petit peu les marchés, on reste quand même sur des carrés qui sont très importants. Ce qu'on appelle le spread entre le mars et le mai, c'est encore dégradé hier. Donc on est sur une manque de demande de blé meunier pour l'instant. Mais il y a encore des blés ailleurs, il y a encore de la demande ailleurs. Tout dépendra, je pense aujourd'hui, en fin de compte, de la capacité des Russes à pouvoir honorer la totalité des quotas qui ont été émis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 8,6 millions de tonnes de blé de quotas qui ont été émis. Il reste 2 millions de tonnes à attribuer. Est-ce que ces 10,6 millions de tonnes seront exportées à fin juin? La question est là. Si ce n'est pas pour des raisons logistiques internes, eh ben là, ça donne un peu plus de place au blé français, bien évidemment. Et on parlerait à ce moment-là, notamment pour la Russie, de stocks qui seraient très bas potentiellement. De toute façon, ils sont plus bas que l'an dernier, il n'y a pas de question à se poser. Ils seront plus ou moins bas selon la capacité du marché à pouvoir exporter ces 10 600 000 tonnes. Mais il est clair qu'on va perdre 4 millions de tonnes de stock en Russie. Donc c'est un élément qui est primordial, surtout dans cette perspective que l'on a aujourd'hui d'une production qui, annoncée par les experts que je ne suis pas agronome, disent qu'effectivement on est sur un niveau de 82-83 millions de tonnes. L'an dernier, à la même époque, on parlait de 93 millions de tonnes de potentiel. Avant toute l'histoire où ça avait très fortement baissé, remonté. Voilà. Xavier, on fait un rapide, on va dire, comparatif des débouchés françaises. Là, ce qui pêche, sans surprise, c'est export vers pays tiers. Pour le reste, on s'en sort quand même pas si mal. Alors oui, tout à fait. Le principal débouché qui est vraiment impacté par cette petite récolte et cette problématique liée à la qualité du poids spécifique en particulier, ce sont les exportations vers les pays tiers. Au dernier conseil spécialisé de France Agrimaire, il estime que seulement 3,4 millions de tonnes pourraient être exportées, si tout va bien, sur la campagne 2024-2025, quand en règle générale,
Les 2 précédentes campagnes, on était supérieur à 10 millions de tonnes. Donc c'est vraiment lourd de conséquences, notamment pour, bien entendu, les silos portuaires. Alors un peu plus douloureux pour les silos de Dunkerque qui, en plus, de par la taille des bateaux qui peut, notamment les Panamax, être remplis et l'absence de la Chine en particulier, eh bien, surtout ce silo portuaire qui va être pénalisé par cette campagne, mais aussi, bien entendu, tous les collecteurs qui, en plus, avec une petite collecte et cette collecte étant le principal diviseur de charges, va poser quelques sujets de rentabilité en perspective des résultats au 30 juin 2025. Donc ces OS qui sont en plus dans les hinterlands pour alimenter effectivement les silos portuaires, ça risque d'être effectivement un petit peu compliqué. Pour le reste, effectivement, globalement, gros travail de tri réalisé par les organismes stockeurs pour permettre de répondre aux recettes qui ont été légèrement revues au regard de la qualité, bien entendu, des blés proposés. Donc, concernant la meunerie française, globalement, RAS, un petit peu plus d'importation, mais vraiment, c'est vraiment à la marge. La variable d'ajustement, ça pourrait être quand même l'utilisation du blé tendre pour l'alimentation animale, en plus disposant d'une importante quantité de blé fourragé. Mais il y a toujours un rapport de prix important entre le blé et le maïs. Alors, il était plutôt favorable au maïs, mais et on y reviendra un petit peu. La récolte de maïs a été bonne en volume, mais par contre un petit peu décevante en matière de mycotoxines en particulier. Donc peut-être qu'il y a un retour un peu plus favorable à l'utilisation du blé jusque d'ici la fin de la campagne. Et finalement, Thierry, donc c'est plutôt les débouchés fourragères qui ont porté le commerce intra-communautaire. Si on fait une petite aparté un peu sur l'orge, est-ce qu'un début de reprise d'activité qu'on a récemment constaté en France, est-ce que ça peut être porteur et se prolonger? Et surtout, la Chine? Alors la Chine, on en parle toujours de la Chine. Malheureusement, la Chine est présente en orge, à la grande différence effectivement des blés et des maïs, puisque le marché chinois sur les orges et sur les sorgho est un marché privé. Donc c'est plus une question de calcul de prix par rapport au marché domestique et non pas par rapport à la concurrence de l'importation du maïs international. Donc effectivement, on voit un petit flux d'orge fourragère qui se maintient sur la Chine. Il est principalement axé au départ de l'Australie, un petit peu d'Argentine, mais surtout l'Australie aujourd'hui, ce qui est assez logique du fait de la proximité et du fait de la disponibilité d'orge australienne cette année. Par contre, la France a bénéficié en fin de compte de l'appauvrissement de l'offre en mer Noire, puisqu'à aujourd'hui on estime qu'il n'y a quasiment plus rien à sortir au départ de CVB, c'est-à-dire la Roumanie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Russie. Donc en fin de compte, il y a un gros marché qui s'est ouvert à nous. Ce marché a été certainement accéléré par le fait que le Ramadan cette année démarre la semaine prochaine. Donc il y a eu beaucoup d'importations qui ont été mises en place. On a vu la Libye, on a vu la Saoudie venir en France, on a vu la Jordanie, on a vu le Maroc bien entendu, il y a l'Algérie sort au marché, est sortie au marché. Malheureusement, on ne peut pas vendre sur l'Algérie puisque c'est la même leçon et c'est les mêmes règles que pour le blé. Mais voilà, on est effectivement sur quelque chose d'assez particulier, c'est qu'en fin de compte, le blé est plutôt tiré aujourd'hui par cette demande feed que par cette demande meunière. Donc je mettrai un petit bémol peut-être sur les bilans qui ont été présentés par France Agrimaire. Je pense qu'on sera peut-être inférieur en termes d'export pays tiers, puisqu'on ne voit pas la demande venir à nous et on voit surtout que notre destination, en fin de compte, est très limitée à cause de la qualité et des gens qui sont capables d'importer cette année, puis la fermeture de l'Algérie. D'un autre côté, on voit qu'effectivement, en Europe, il y a une demande de feed qui est plus prononcée. Effectivement, comme disait Xavier, cette problématique de maïs fait qu'aussi, il y a certains commerçants ou certaines industries qui ne peuvent pas utiliser le maïs tel quel cette année à cause du niveau de vomitoxines présent. Donc, je pense qu'on va avoir plutôt tendance à augmenter l'alimentation animale en blé, on va tendance à augmenter l'export intracommunautaire et on va avoir tendance plutôt à réduire l'export pays tiers. Donc la situation est quand même très mauvaise pour nos outils portuaires, puisque aujourd'hui les outils portuaires c'est majoritairement axé sur l'export pays tiers. Cet export pays tiers, même s'il est très dynamique en ce moment, puisque si on regarde les line-up à La Palisse et à Rouen, c'est plutôt représentatif d'une année normale. Par contre, effectivement, comme disait Xavier, Dunkerque souffre un peu de cette demande nord-communautaire qui absorbe la majorité des offres. Mais aujourd'hui, on peut estimer qu'effectivement, le turnover des silos sera extrêmement bas. Donc, il y a une perte de rentabilité qui est énorme.
Il n'y a pas de solution à ce problème, malheureusement, d'ici la fin de la campagne. Et on va terminer sur l'ensemble des silos portuaires avec effectivement des marges extrêmement dégradées. Les stocks sont disponibles, étonnamment, puisqu'on a des déclarations à travers le Matif. Chaque silo livreur doit déclarer ses stocks. Il y a des stocks disponibles, je crois qu'il y a à peu près 550 000 tonnes qui ont été déclarées, c'était début de semaine, ou semaine dernière, je ne sais plus. Donc ces stocks sont là, il y a peu de bateaux qui chargent de blé meunier, donc on peut considérer que aujourd'hui, effectivement, il va falloir sortir ces blés. Il n'y a pas de raison qu'on les porte sur la nouvelle campagne. Les silos ne vont pas le permettre. Les silos vont pousser à ce que ces blés sortent à l'exportation, puisque effectivement c'est une rentabilité pour eux, et en attendant la nouvelle campagne. Donc voilà, je dirais qu'effectivement le feed, c'est aujourd'hui la partie dynamisante de l'export français, mais on arrive également un petit peu sur la fin. Le ramadan va commencer, donc on peut estimer que cette demande va être en baisse, à voir comment elle va reprendre à partir du mois d'avril. Mais le blé meunier doit aujourd'hui prendre le dessus, car c'est là que nous avons des stocks dominants dans les silos portuaires. Alors si du coup on se focalise un petit peu sur cette fameuse clé de voûte au niveau du marché français, on l'a cité, Algérie, des relations diplomatiques pour pas dire catastrophiques. Arrêtées pour l'instant. Du coup, est-ce que déjà, la première question qui nous avait été posée, c'est est-ce qu'on est vraiment compétitif au niveau français pour exporter pour l'Algérie ? Alors, en fin de compte, c'est pas trop la question de savoir si on est compétitif, puisque malheureusement, même si on l'était, on ne pourrait pas vendre. Je pars du principe qu'à partir du moment où il y a de la disponibilité à exporter, on irait chercher tous les marchés ouverts à nous. L'Algérie en fait partie, même si le cahier des charges a été remonté en termes de protéines, il y a des pénalités qui nous permettent d'exporter. Donc j'estime que si l'Algérie était ouverte au blé français, il y aurait dans les line-up des blés pour l'Algérie. Et du coup, quelles origines seraient susceptibles d'y aller ? Alors, les origines, on le voit depuis les débuts de la campagne, il y a deux origines qui tiennent un peu cette demande algérienne. Ce sont les Ukrainiens et les Bulgares. Alors, on a vu un petit peu de blé russe en début de campagne, on a vu un peu de blé roumain, on a vu un peu de blé français, puisqu'en début de campagne, on avait la capacité de le faire. Mais, globalement, c'est cette zone, ce qu'on appelle Ukraine et Bulgare, qui est dominante aujourd'hui dans les line-up pour l'Algérie. Ils bénéficient de fret qui sont assez compétitifs. En fin de compte, depuis que Trump est rentré un petit peu dans le giron, on voit que les écarts de fret entre le CVB et l'Ukraine se sont réduits. Aujourd'hui, c'est à peu près $2, alors qu'on était à plus de $10 au moment du début de la guerre, voire $15 à des moments donnés. Donc aujourd'hui, il y a quasiment le même coût pour un Ukrainien qu'un Européen pour vendre des blés sur l'Algérie. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'Ukraine, qui n'est pas un blé qui est intrinsèquement accepté par beaucoup de destinations, profite de cette ouverture et sort beaucoup de blé sur l'Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'aura pas de problématique à trouver des origines qui vont lui offrir. Et comme je vous l'ai dit auparavant, je pense que cette disponibilité de blé de 12,5 viendra combler aussi en fin de campagne cette demande algérienne. Alors bon, on a compris, pour le marché français, l'Algérie, de toute façon, c'est pas gagné. Si on se tourne maintenant vers potentiellement un marché qui pourrait avoir des débouchés, vous l'aviez cité en tout début de conférence, je parle du Maroc, des stocks qui sont pas forcément très élevés, une récolte qui s'annonce pas fantastique. Est-ce que c'est pas le moment de la France pour aller se démarquer? Le moment de la France, c'est plutôt le moment du Maroc, en fin de compte, parce que les Marocains, depuis le début de la guerre, depuis 2022, ont mis en place un système de restitution à l'importation pour pallier les prix de marché qui étaient au-delà du prix minimum requis sur le marché marocain. Donc, en fin de compte, le gouvernement compense les écarts de prix entre le marché international et le prix auquel le blé doit se vendre pour la farine subventionnée. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un marché marocain qui est un marché un peu assisté. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vivent et importent au gré de cette restitution et de la valeur du marché au moment où ils vont importer. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le Maroc est un opportuniste de marché. Bien évidemment, il y a des nécessités d'avoir des stocks. Ces stocks sont
confortable, puisqu'on est à peu près à 2,6 mois de stock, donc c'est pas le plus haut qu'on ait connu, mais ça reste confortable. On est à un peu plus d'1 million de tonnes de stock au Maroc aujourd'hui. Donc il y a de la disponibilité sur le marché domestique, il y a toujours des opportunités à des moments donnés. On voit toujours un blé russe qui arrive de temps en temps, un blé ukrainien qui arrive de temps en temps à des prix qui sont un peu plus bas que le marché. Donc aujourd'hui, le Maroc est la destination pour le blé français, ne nous cachons pas, c'est qu'on a besoin du Maroc. Le Maroc, normalement, dans nos bilans, on montre que le Maroc a besoin du blé français d'ici la fin de la campagne. Donc on estime aujourd'hui que c'est notre débouché premier entre maintenant et la mi-juin. On espère, c'est que les planètes vont bien se retrouver entre elles, c'est-à-dire qu'il faut cette corrélation entre une restitution qui soit bonne et, normalement, plutôt un matif qui baisse lors du mois en cours, puisque la restitution est calculée le mois précédent et que l'exécution donc est le mois en cours. Donc si le matif baisse avec une restitution qui est bonne, normalement, le Maroc a la capacité d'importer, on les a déjà vus importer, de 800 à 900 000 tonnes dans un mois. Alors, on va se mouiller un petit peu. Quel prix du matif il faudrait espérer? Parce que, visiblement, il y a des questions au niveau notamment de toute la partie fret, etc. Il faudrait un matif 230 en dessous. Le matif 230, on y est déjà, donc, et on voit que pour l'instant, ça n'a pas déclenché ces achats. Effectivement, il y a cette corrélation, puisque c'est un marché qui achète à prime, c'est pas un marché qui achète beaucoup de flat price, mais plutôt à prime, justement pour jouer avec cette restitution et le marché ensuite, le matif ensuite. Alors aujourd'hui, on a une hausse du fret conséquente. À titre d'exemple, nous avons affrété des bateaux aux alentours de 13-14 $ pour aller faire du Rouen sur le Maroc. Aujourd'hui, ça vaut plutôt 18-19 $. Donc on est sur un marché du fret qui a bien rebondi. Il était excessivement bas, donc c'est pas illogique qu'il rebondisse. On est sur des primes qui sont plutôt hautes, si on regarde depuis le début de la campagne, où on a vécu en début de campagne avec des primes en Bulgarie et en Roumanie qui étaient extrêmement basses. Là, on est sur des primes qui sont, je dirais, entre 0 et 5, donc des primes historiquement normales. Donc la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le prime pour le Maroc a augmenté. Et donc cette prime ayant augmenté, il faut que le matif compense, ou la restitution, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, sur le mois en cours, donc c'est le mois de février, le pricing, on arrive sur la fin, puisqu'il ne reste plus que 10 jours de pricing pour la restitution. On n'est pas sur un niveau de restitution qui est en forte hausse par rapport au mois de celui qui est en cours, le mois de février, calculé au mois de janvier. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on ait une baisse du matif qui soit au moins à 225 €, au moins à 225 € pour que le mois de mars soit dynamique en termes d'importation marocaine. Sachant que les Marocains vont toujours privilégier les autres origines à la France. La qualité, malheureusement, comme disait Xavier, est quand même un point négatif. Et que si, à prix égal, ils trouvent des blés d'origine balte, des blés d'origine roumaine ou bulgare, ils achèteront d'abord ces blés-là avant d'acheter les blés français. Très bien. Alors, je suis allé un tout petit peu vite. Xavier, il reste quand même... Est-ce qu'il nous reste des possibilités d'export Afrique de l'Ouest ou autre, on en parlait un petit peu avant. Alors Afrique de l'Ouest, oui, bien entendu. Après, il y a eu aussi, de par la présence de quantités assez importantes de blé fourragé, effectivement un certain courant d'affaires, notamment vers les pays d'Asie du Sud-Est, mais qui restent sur des niveaux de volume quand même plutôt limités. Donc tout ça milite effectivement à ce que notre portefeuille en fait de pays puisse malgré tout s'élargir, parce que quand le fait de s'être habitué à travailler à la fois avec l'Algérie, je ne reviens pas sur le sujet des relations diplomatiques catastrophiques, et puis la Chine qui est plutôt aux abonnés absentes, eh bien on a tout intérêt effectivement à élargir ce fameux portefeuille pour justement permettre de passer le cap et de répartir sur plusieurs zones les volumes, mais certes les volumes étant peu présents cette année, c'est moins problématique, on va dire. Alors maintenant, quels sont les prix? Je parlais, quand je dis à court terme, ça va être court, moyen terme d'ici fin de campagne. Quels sont les différents facteurs qui pourraient un petit peu influencer les prix? Pour le moment, effectivement, force est de constater qu'il y a quand même un rôle important joué par les fameux fonds.
spéculatif, très 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 présent depuis la crise sanitaire, et notamment concernant le contrat blé sur Euronext, qui est devenu vraiment la référence mondiale, à la différence de Chicago qui est plutôt porté sur le maïs et le soja. Donc concernant le blé et concernant le poids de ces fonds, c'est plutôt eux qui agissent à la hausse comme à la baisse. Pour le moment, et depuis la fin et le milieu de l'année 2024, ils se sont dirigés plutôt vers des positions nettes vendeuses de façon assez importante, sachant qu'entre parenthèses, ils représentent pratiquement quand même 47% de l'ensemble des positions concernant ce contrat blé sur Euronext. Donc ça a un effet et un comportement de leur part a un effet immédiat quand même sur les prix. Donc c'est a priori quand même ce qui se passe plutôt ces derniers temps. Et là, il y a eu effectivement un comportement plutôt de rachat en fait de positions qui a pu agir effectivement sur une légère hausse des prix. Mais tout ça va aussi bien entendu dépendre, et là on va parler plutôt sur le moyen terme, de la zone incertaine liée notamment avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et de ses éventuelles décisions en matière de commerce mondial, sujet qu'on a évoqué avec Isabelle précédemment. Tout à fait. Des niveaux de prix, et j'en arrêterai là, qui restent quand même jugés relativement ou trop bas pour un certain nombre de producteurs qui font et qui encore de la rétention de vente. S'ils ont la possibilité de faire, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément crise chez tout le monde, bien entendu. Et donc cette rétention se traduit par des stocks en dépôt, malgré une petite récolte qui a plutôt sur un niveau plutôt élevé, donc ce qui est quand même signe d'un attentisme par rapport à l'évolution de ces prix et par rapport à la comparaison avec les coûts de production en l'occurrence. C'est pas qu'un problème français, c'est un sujet aussi dans d'autres pays producteurs et exportateurs en particulier. Thierry, on parle beaucoup du spread intercampagne, le fameux KU utilisé dans le jargon. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa baisse ? Est-ce que c'est lié aux mauvaises conditions ? Est-ce que c'est lié à des stocks de report potentiellement en hausse ? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce fameux spread ? Effectivement, il a beaucoup bougé ces dernières semaines. Je pense que c'est une combinaison un petit peu des deux choses que tu viens d'évoquer. Donc effectivement, des conditions de culture, nouvelle campagne qui sont globalement plutôt mauvaises pour l'instant, puisqu'effectivement, je crois que a été annoncé 73% de bons excellents de France-Agrimaire. Donc c'est juste au-dessus de ce que l'on avait l'an dernier. Donc c'est quand même pas très glorifiant. On a ces conditions en Russie qui effectivement n'ont pas été excellentes sur le début de campagne, sur la période de semis, avec moins de semis. C'est assez sec là-bas. Bon, maintenant c'est l'hiver, donc il faut attendre. On a ces conditions un petit peu froides aux États-Unis là, depuis fin de semaine dernière, et puis principalement là, sur les 3 jours qui viennent. Donc on a un cumul de choses, et je pense qu'on avait certainement un gros long détenu par les fonds de ce spread, et qu'effectivement, en voyant cette faiblesse de demande qui était, je dirais, attendue par le marché, mais peut-être que les fonds sont peut-être moins en ligne directe avec la demande mondiale et plus sur les fondamentaux. Cette demande aujourd'hui, effectivement, prouve être bien inférieure à ce que l'on avait l'an dernier, mais elle est conforme à ce que l'on attendait. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ils doivent considérer que les stocks, et on l'a vu, les stocks d'anciennes campagnes ont tendance à grimper au niveau mondial, pas juste en France ou ailleurs, c'est au niveau mondial qui est caractérisée par effectivement une faiblesse de demande. Cette faiblesse de demande, elle est peut-être pas notoire effectivement sur l'Afrique. Je pense que c'est vraiment une zone qui est particulièrement aujourd'hui active en termes de blé, surtout l'Afrique subsaharienne, bien plus active que d'habitude. Mais par contre, on a certains pays effectivement qui ont été dégradés, Chine, Turquie, pour ne parler que d'eux, mais également aujourd'hui l'Égypte, qui est un peu la problématique du marché, puisque ça fait depuis le mois de octobre, je crois, qu'ils n'ont pas fait de tender. Donc, il y a ce spread, il est directement lié effectivement à des conditions qui ont évolué, des perspectives qui ont évolué, et puis effectivement des fonds qui ont tourné leur position et qui ont considéré qu'aujourd'hui être long de ce spread, c'était pas forcément quelque chose qui allait être profitable à terme. Alors, tu as évoqué très justement l'Égypte.
Alors là, c'est vrai que ça a été un peu le grand chamboulement, le GASC qui n'est plus là, cette nouvelle autorité qui essaye de prendre sa place sur le marché. Finalement, le GASC permettait quand même d'avoir une sorte de benchmark sur le marché qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et ça rend la situation un peu compliquée. Est-ce que ça a modifié l'approche vis-à-vis de l'Égypte des principaux exportateurs ? Ça a modifié le comportement du marché. En fin de compte, comme tu le disais justement, l'Égypte et l'Algérie étaient les deux benchmarks du marché. Donc, en fin de compte, ça permettait à l'ensemble du marché, surtout depuis la guerre où le prix du blé russe était quand même assez nébuleux en termes de construction, puisqu'il y avait un système de prix plancher, il y avait un système de marché privé, marché public. En fin de compte, ils se traitaient 3-4 prix en même temps. Donc, c'était très compliqué de connaître le vrai prix du blé russe. Et en fin de compte, ça permettait aux Européens de vendre à l'Égypte à des prix assez conséquents. Je dirais supérieur à ce qu'ils pouvaient vendre ailleurs. Donc c'était plutôt une bonne chose pour le marché européen, notamment principalement les Roumains, qui leur permettait de vendre leur blé sur l'Égypte à des bons prix, puisqu'effectivement, à chaque fois que l'Égypte sortait, la Russie émettait un prix plancher qui était en général 15-20 $ au-dessus de ce qu'ils traitaient en marché privé. Donc c'était une aubaine pour le marché roumain. Bon, pour des raisons qui leur sont propres, et je ne les connais pas forcément, ce que l'on entend, c'est qu'effectivement, l'armée, qui est donc représentée, enfin, le président fait partie, est militaire. L'armée a décrété qu'effectivement, le GASC et l'ensemble de ses fournisseurs étaient corrompus. Et donc, le système a été changé. Bon, on l'a déjà vu dans le passé, ils ont déjà changé. La problématique aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis en place effectivement une structure qui est à consonance militaire, mais qui n'a aucune connaissance du marché. Et aujourd'hui, qui n'a surtout qui n'est pas connu par les opérateurs. Donc en fin de compte, aujourd'hui, il y a tout un travail à faire en amont par cette nouvelle structure. Ce travail en amont commence tout juste. Malheureusement, depuis la mise en place, il y a déjà 2 dirigeants qui ont été remplacés. Alors comme c'est l'armée, ils sont replacés, ils ne sont pas licenciés, mais ils ont été remplacés. La dernière en date, je crois que c'est une femme, qui, elle, était chargée plutôt de la partie contractuelle. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle. En fin de compte, elle va peut-être émettre des contrats avec des garanties bancaires aussi, puisque c'est l'élément primordial du marché aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas, aujourd'hui, de capacité de nous garantir des banques et des financements qui soient suffisants. Même au niveau égyptien, les sociétés locales égyptiennes ne vendront pas cette structure sans avoir une LC ouverte pour honorer effectivement les paiements. Donc, on est dans une situation qui est quand même assez compliqué, puisque c'est quand même le premier importateur de blé mondial. Et aujourd'hui, normalement, il est fort à penser que le marché privé n'est pas en capacité de fournir les moulins publics, puisqu'il y a quand même beaucoup de moulins publics en Égypte. Donc, il va y avoir un changement, il va arriver bientôt, il va falloir que ça bouge, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un élément primordial dans le marché. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait aussi peu de demandes égyptiennes sur cette fin de campagne. Dernier point qu'on pourrait évoquer, je pense à l'Argentine. Une récolte de l'USDA estime 18 millions de tonnes. Les taxes qui auraient été levées par le nouveau président Javier Milei, est-ce que ça a un impact au niveau du marché export ou pas ? L'impact n'est pas énorme, puisque la baisse des taxes pour les blés et les maïs, environ, ça représente 5-6 $. Donc c'est pas l'élément primordial. C'est plus le geste, effectivement, le geste qui a été mis en place, est de dire, voilà, on veut redynamiser l'économie. Isabelle en a parlé. On veut redynamiser un petit peu la participation des agriculteurs. On veut redonner à l'Argentine ses lettres de noblesse. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, c'est qu'il y a une grosse participation du marché argentin qui bénéficie cette année d'une qualité exceptionnelle, c'est majoritairement ce que l'on appelle la partie toute la rivière, fait plus de 12,5% de protéines. Donc c'est exceptionnel d'avoir des qualités comme celle-là. Donc il y a une demande qui est principalement, je dirais, l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Ça remonte même pas sur le Maroc ou l'Algérie. Un petit peu l'Asie également. Mais on voit un changement de politique commerciale chez les agriculteurs en Argentine. Alors peut-être qu'ils ont l'espoir que ces taxes vont continuer à baisser avec le temps. C'est pas impossible. Et on voit qu'effectivement, malgré une récolte proche de 19 millions de tonnes, on n'a pas un flux export sur les 3 premiers mois de la campagne, qui sont décembre, janvier, février, à des niveaux qui soient exceptionnels. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'ils veulent commercialiser plus sur la durée.
Donc, c'est-à-dire qu'il y aura plus de concurrence sur les ports entre le maïs qui arrive au mois d'avril, le soja qui arrive également, et les blés qui restent en stock chez les agriculteurs. Il faut savoir qu'un agriculteur en Argentine, une fois qu'il a stocké, ils ont un système de chaussettes au bout des champs, et ce stockage, ils peuvent le garder, s'ils veulent le garder 6 mois, ils peuvent le garder 6 mois. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est surtout le changement de comportement de l'agriculteur qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas poussé la commercialisation à l'extrême sur les 3 premiers mois de campagne, on en a gardé sous le pied. Très clair. Bon, c'est un peu de ma faute, je pose beaucoup de questions, le chrono tourne. Xavier, quid du cru 2025 ? Alors très vite, pour le moment effectivement, il n'y a pas de signal d'alerte notoire qui ferait penser à ce que la future récolte soit mauvaise. Quelques points d'attention qui se résument par, d'une part, là, en France, avec bien entendu une augmentation des surfaces par rapport à 2024, mais rappelez-vous, tout n'avait pas pu être semé, donc on revient sur un niveau, je dirais, de surface plutôt normal, mais par contre, les conditions de semis ont été encore un peu compliquées, et notamment avec encore aujourd'hui un petit peu trop d'eau dans un certain nombre de champs qui, selon certains opérateurs, commence à s'inquiéter effectivement sur le potentiel de rendement. On va attendre que l'hiver se termine, mais il y a effectivement ce point-là. L'autre point, entre guillemets, à suivre, c'est effectivement la Russie, avec plutôt une baisse des surfaces, des blés d'hiver et une stagnation concernant les blés de printemps. Mais là, conditions de semis dans des conditions particulièrement sèches, déficit hydrique toujours prégnant, et là, une entrée effectivement dans l'hiver sur lequel on va attendre un potentiel de récolte effectivement qui avoisine les 80 millions de tonnes. Bon, ça reste quand même des niveaux pas mal en termes de production, mais on va être très attentif à la sortie de l'hiver. Et puis les États-Unis avec la vague de froid, effectivement, sur lequel, pour le moment, encore une fois, aucune inquiétude forte identifiée à aujourd'hui. On avance rapidement sur le maïs. Je suis désolé, je suis obligé d'accélérer un peu. Maïs, la grosse surprise côté États-Unis. Côté États-Unis, qui a revu vraiment sa production, moins 7 millions de tonnes selon le dernier rapport USDA. Donc sur un marché et un bilan mondial plutôt fragile, qui était déjà un petit peu fragile, avec une production Eurasie plutôt décevante, avec un déficit hydrique particulièrement important, et puis un début d'inquiétude également sur la partie Amérique du Sud, avec forte chaleur et des déficits hydriques qui pourraient entamer le potentiel de production. Donc un bilan plutôt déficitaire globalement, donc à la différence quand même du blé qui était plutôt stabilisé, là plutôt de l'inquiétude sur ce niveau de production, d'autant plus qu'il y a quand même une demande qui est quand même particulièrement forte, sauf en matière d'importation, ce que nous allons probablement voir après. Tu as deviné le slide suivant, c'est magnifique. En effet. Quid de la demande et notamment de la position de la Chine. Alors voilà, quid de la demande, même constat évoqué par rapport au blé, on devrait voir une baisse justement des importations, et notamment par rapport à la Chine, pour les mêmes raisons en fait. Très très bonne récolte de maïs en Chine, disposant d'un stock faramineux, et avec la volonté du gouvernement chinois de préserver un prix acceptable pour les producteurs. Et conclusion, limitation forte des importations, très très forte, parce qu'on s'attend à ce que, a priori, la Chine n'importe que 2,5 millions de tonnes, quand la récolte précédente, la campagne précédente, ils étaient autour de 21 millions de tonnes. Donc ce qui est extraordinairement... Une baisse de 19 millions de tonnes, c'est quand même complètement ahurissant. Alors, 2 scénarios qui vont principalement se dégager quand même pour illustrer cette fin de campagne vis-à-vis du maïs pour la Chine, qui va être un peu la clé de voûte. Tout à fait, qui va dépendre bien entendu des décisions que pourrait prendre Donald Trump, notamment en matière de taxation sur les produits chinois en particulier, sachant que derrière tout ça on peut s'attendre à des représailles, bien entendu de la Chine qui ne va pas se laisser faire, et on pourrait imaginer le même scénario qui a eu lieu en 2018, lorsque Trump avait déjà pris ce genre de décision, et pour compenser et limiter un petit peu les dégâts,
eh bien, il y avait eu un accord trouvé pour permettre au fait que la Chine puisse toujours importer à des conditions plutôt favorables du maïs. Donc si on était dans ce scénario, cette hypothèse 2, eh bien ça pourrait effectivement remonter le volume d'importation plutôt autour de 5,5 millions de tonnes, mais encore une fois, on va être extrêmement prudent parce que pour le moment, on rentre vraiment dans une période forte d'incertitude. Alors, si on continue, c'est bien évidemment ceux qui peuvent faire un peu la pluie et le beau temps, les fonds. Alors les fonds toujours, alors là pour le coup c'est vraiment aux États-Unis et à l'opposé de ce qu'on a pu dire sur le blé, là on est plutôt sur des positions nettes acheteuses de façon assez importante quand on compare ces mêmes positions par rapport aux années précédentes. Et donc dans un bilan et des fondamentaux plutôt déficitaires, effectivement il y a un potentiel effectivement de hausse de prix, mais ce monde de l'incertitude tel qu'on le identifie au regard de l'arrivée de Trump au pouvoir va peut-être aussi atténuer cette situation. Quand on regarde le contrat maïs sur Euronext qui est extrêmement petit, on est quand même aussi sur la même type de tendance qui est effectivement plutôt des positions nettes acheteuses, à la différence encore une fois des contrats blés qu'on a pu le voir tout à l'heure. Et enfin, on est obligé de revenir un petit peu sur notre marché français. Vous l'aviez évoqué en début, les mycotoxines. C'est le problème, effectivement, sachant que le principal débouché du maïs français, ça reste quand même l'exportation, et notamment et exclusivement vers les pays de l'Union européenne. Et au regard d'un volume plutôt estimé autour de 14,1 millions de tonnes, qui est finalement un volume tout à fait intéressant, le bas qui blesse, c'est la teneur et les présences de mycotoxines qui peut entacher les affaires, en fait, un certain nombre de fabricants d'alimentation animale, notamment en Espagne, qui, parce que le prix français était plutôt compétitif, a refusé quand même un certain nombre de lots en lien avec cette problématique de présence de mycotoxines. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc on pourrait s'attendre à ce que les stocks fin de campagne sur le bilan français, sur le maïs, soient plutôt révisés à la hausse en raison de cette problématique de qualité. Dernier point pour clôturer, on fait très court, sur le colza. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur le colza aujourd'hui ? Alors le colza, donc il faut ramener ça dans le complexe des oléagineux, avec bien entendu la primeur portée sur le soja, qui est la principale culture et production mondiale d'oléagineux. Soja plutôt une offre attendue plutôt pléthorique, donc plutôt un bilan plutôt lourd sur le soja, à la différence du colza et du tournesol, où au niveau mondial on est plutôt sur des bilans plutôt déficitaires. Et puis on rajoute les éventuelles évolution du prix du pétrole qui pourrait agir bien entendu sur les graines, le prix des graines. Les prix du pétrole récemment avaient plutôt eu tendance à baisser et ce qui a eu un effet immédiat sur le prix des graines qui ont suivi la même tendance. Après, il y a le rôle bien entendu aussi des fonds, plutôt en position nette acheteuse de façon assez importante, à la fois sur Chicago et à la fois sur Euronext. Très clair, merci. Je suis désolé d'avoir dû faire accélérer un petit peu puisqu'on a dépassé déjà l'heure qui nous était allouée. Quelques questions quand même pour finir. Thierry, quel est l'impact de la qualité française aujourd'hui sur les prix du matif ? L'impact, il est... je dirais, au niveau qualitatif en lui-même, on n'a pas de problématique puisqu'on a une disponibilité dans les ports qui correspondent effectivement à la qualité livrable sur le matif. Elle est plus liée au fait qu'elle soit assez basse, donc la partie assez basse de nos qualités fait qu'on a une demande qui est assez faible, mais en termes de livraison matif et donc d'impact sur le matif, elle n'en a pas au niveau qualitatif. Très clair. Alors il y a un point qui revient souvent, c'est pourquoi autant de positions prises par les fonds de pension sur Euronext sans limite de l'AMF. Il faudrait poser la question à l'AMF, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette limite d'emprise qu'ils peuvent avoir sur les marchés américains. Ils en usent, ils en abusent certainement, mais on voit qu'effectivement ce sont les grands pourvoyeurs de la volatilité de nos marchés, parfois à contre-courant de ce que le marché, je dirais, du cash, comme en ce moment. En fin de compte, les marchés remontent, mais on voit bien que ce n'est pas du tout drivé par de la demande. Mais voilà, ce sont des gens qui sont actifs, en volume,
et qui peuvent faire bouger le marché de 10 € dans un sens, dans un autre, en l'espace d'une ou deux sessions. Donc aujourd'hui, oui, il y a certainement une remise en cause ou justement la nécessité de mettre en place une limite de position de façon à ce qu'on n'ait pas peut-être ces mouvements aussi drastiques que ceux que l'on a connus cette campagne. Je vais essayer de prendre 2 dernières questions. Vous avez été très nombreux, donc merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Peut-être une dernière. Est-ce qu'il y a des risques sur les stocks en Égypte avec la façon dont c'est en train de se passer ? Je suppose que tu avais quand même en partie répondu. Le risque en Égypte, alors la nouvelle récolte va arriver au mois de juin, mai-juin. Ça va commencer à moissonner au mois de juin. C'est une récolte qui est quasiment garantie, puisque c'est de l'irrigation à 100%. Donc il y a à peu près entre 5 et 4 millions de tonnes qui sont achetées par le gouvernement. Il y a le marché privé qui a quand même du stock domestique. Il y a beaucoup de stock quand même en Égypte, qui est un stock de cash and carry qu'utilise le marché privé. Donc il y a quand même la capacité pour les gouvernements. La problématique, elle est plus pour les moulins publics, effectivement, qui voient leur stock diminuer jour après jour. Il y a des moyens de pouvoir les fournir. Il faut juste qu'effectivement, cette nouvelle entité se mette d'accord avec des gens qui détiennent des stocks sur le marché domestique ou qui arrivent rapidement à mettre en place un système qui fasse que les opérateurs internationaux acceptent de travailler avec eux. Mais ils vont trouver une solution. Je ne vois pas comment l'Égypte peut tomber à sec de blé pour la partie publique. Ça serait une révolution, puisque le prix de la baguette, elle est insignifiante là-bas. Donc, si on n'a pas de blé dans les moulins publics, on n'a pas de baguette. Ça serait potentiellement, effectivement, une révolution. Donc, ça va être résolu. Xavier, pour conclure, alors, on a beaucoup évoqué Trump, on ne va pas revenir dessus. L'impact qu'il va pouvoir avoir sera non négligeable. On pourra peut-être faire un premier bilan au cours de la prochaine webconférence qu'on espère pouvoir tenir au mois de juin. Donc, à vos carnets, on vous transmettra la date très prochainement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, il y a quand même un point sur lequel je reviens, c'est l'euro USD nous offre normalement une compétitivité, en tout cas en termes de prix. Oui, mais force est de constater que malheureusement, l'origine française n'en profite pas, à la différence d'autres origines européennes, mais il y a quand même aussi la concurrence australienne, la concurrence argentine, on l'a évoqué, et donc malgré cela, effectivement, c'est quand même plutôt compliqué. En conclusion, ce qu'on peut peut-être aussi dire, c'est qu'on est probablement quand même à la veille de toute façon de la présence de la volatilité des prix qui pourrait peut-être se renforcer encore un peu plus avec les différentes décisions que pourraient prendre encore une fois un certain nombre de gouvernements, notamment américains, et les représailles. Et donc tout ça va générer de l'incertitude, et ces incertitudes génèrent souvent de la forte volatilité des prix. Voilà, je suis désolé, on aurait bien aimé répondre à toutes les questions, mais j'ai un petit signe en régie d'ailleurs que je tiens à remercier, puisque c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des vidéos d'aussi bonne qualité. Merci beaucoup Xavier, une fois de plus, d'être à nos côtés. Et Thierry, merci infiniment d'être venu animer cette table ronde. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire très bientôt. Je vous remercie de vous être connectés et je vous dis à bientôt pour le 2e épisode de ce KCX Green Talk. À bientôt et merci à tous.